de la SDN et le mandat britannique sur la Palestine. Et on ne peut pas comprendre les conflits si on ne le prend pas sur le temps long, en remontant au moment de l'instauration du mandat britannique. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine se trouvait sous domination ottomane. Les États alors vaincus, notamment l'Allemagne et l'Empire ottoman, se sont vus dépouillés de leurs colonies au profit des vainqueurs auxquels sont alors attribués des mandats sur ces territoires. Mais nous étions au début du principe, alors encore très faible. Mais enfin, c'était le début du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, notamment sous l'autorité de Wilson. Et on affirme alors, dans le pacte de la SDN, qu'à terme, ces territoires seront reconnus comme nations indépendantes. Et les autres mandats du même type que celui sur la Palestine, ceux sur la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l'Irak, donneront naissance, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à des États souverains. Pour la Palestine, cette promesse n'a pas été accomplie. Pourquoi? Parce que le gouvernement britannique impose dans le mandat le texte de la déclaration Balfour de 1917. Qu'est-ce que c'est que la déclaration Balfour? C'est une lettre parfaitement privée que le secrétaire d'État de Sa Majesté adresse à Lord Rothschild, représentant du mouvement sioniste, dans lequel il s'engage à reconnaître et à favoriser en Palestine l'établissement d'un foyer national juif. En 1917, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, n'avait aucun titre sur la Palestine. Et qu'est-ce que c'est qu'un foyer national juif? Cette expression n'a aucun sens en droit, elle n'a pas de portée juridique. Mais elle a été interprétée par le mouvement sioniste, et avec la complicité de fait des Britanniques, comme la promesse d'un État juif en Palestine. Pour ce qui est des Arabes de Palestine, la déclaration disait seulement, je la cite, « Rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. Le peuple palestinien, présent sur cette terre depuis des siècles, était désigné comme communauté non juive. Il n'est question que de leurs droits civils et religieux, sans mention de leurs droits politiques, qui étaient pourtant affirmés dans le pacte à l'article 22, paragraphe 4. Là est l'origine du conflit. Les Britanniques, avec l'aval de la Société des Nations, ont promis la même terre à deux peuples. Alors quand nous arrivons au droit des Nations Unies, nous allons voir que la Charte et ses résolutions ont été également l'objet de beaucoup de violations. En 1947, la Grande-Bretagne, incapable de maîtriser la situation en Palestine, parce que l'immigration juive avait donc augmenté considérablement pendant le mandat britannique, et encore plus évidemment pendant les années de guerre. Et évidemment, la population arabe s'est révoltée. Les révoltes ont été très violentes à plusieurs reprises. La Grande-Bretagne met fin à son mandat et transfère le dossier aux Nations Unies, se débarrasse du problème, très exactement. Lorsque les Britanniques remettent leur mandat aux Nations Unies, les Nations Unies n'ont pas encore formellement consacré le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y avait des puissances coloniales au moment de la formation des Nations Unies, donc sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle marchait à reculons. L'Assemblée générale n'a donc pas de boussole pour régler la question. Elle va partir des faits. Or, l'implantation d'une importante population juive en Palestine est alors un fait accompli. Cette population est fortement organisée et considérablement armée. La promesse du pacte de la SDN à l'égard du peuple arabe de Palestine est oubliée, ou plutôt elle est amputée. La prise en compte de la réalité sur le terrain l'emporte, à une courte majorité, à partir du plan de partage recommandé par l'Assemblée générale. 14 100 km² du territoire mandataire étaient affectés à Israël, 11 500 du même territoire à l'État arabe, et Jérusalem était exclue de ce partage et soumise à un statut spécial qui permettait la protection et la liberté d'accès aux lieux saints.
l'Assemblée générale ne disposait pas du pouvoir de créer deux États. Rien dans la charte ne donne à l'Assemblée générale le pouvoir de créer des États. Aussi, parce qu'elle le savait très bien, se contente-t-elle de proposer le plan de bataille en recommandant que le Conseil de sécurité le mette à exécution. Mais le Conseil de sécurité ne trouve aucune résolution qui aurait donné force obligatoire à ce partage. Il en résulte que juridiquement, la recommandation de l'Assemblée générale ne pouvait donner naissance à une obligation de la respecter de la part des deux peuples que si l'un et l'autre acceptaient ce partage. Ça n'a pas été le cas. Les Juifs l'acceptèrent tout d'abord, car cela validait le passage de cet objet indéterminé qu'était le foyer national juif à un État au sens juridique du terme. Donc ils y avaient intérêt. Mais la suite des événements montra leur volonté de ne pas s'en tenir au territoire que leur allouait cette résolution. Les Palestiniens le rejetèrent, ce texte, qui les amputait de la moitié de leur terre, avec l'appui des États arabes déjà membres des Nations Unies. Mais par un paradoxe, comme l'histoire en présente parfois, ce sont les Palestiniens qui, en 1988, ont invoqué la résolution 181 dans leur déclaration d'indépendance. On peut lire, je le cite, « C'est cette résolution qui assure aujourd'hui encore les conditions de légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple arabe palestinien à la souveraineté et à l'indépendance. » On ne peut pas dire pour autant que la résolution 181 soit la base juridique de la création des deux États. Et là, il faut, pour le comprendre, faire un petit retour sur le droit international. Le droit international n'est pas un droit centralisé. Il n'y a pas une autorité qui domine le droit international. Le droit international, il est à géométrie variable en fonction des engagements des différents États. Cela a pour conséquence qu'un État n'a d'existence que pour ceux parmi les autres États qui l'ont reconnu. C'est un club, le monde des États. Tout État souhaite donc être reconnu par le plus grand nombre des autres États. Lors de la création d'Israël, les États arabes s'étaient engagés à ne pas reconnaître cet État tant que la paix ne serait pas effective avec la Palestine. Cela explique l'importance aux yeux d'Israël de ce que l'on nomme les accords d'Abraham, qui ont déjà été conclus il y a quelques années, quelques mois, par les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, et qui étaient en cours de négociation avec l'Arabie saoudite, mais qui ont été interrompus dans ce cas-là par les attentats du 7 octobre et la suite. Ces accords d'Abraham sont le reniement de la promesse qu'avaient faite les États arabes de ne pas reconnaître Israël tant que la Palestine n'existerait pas. Alors, pour l'Arabie saoudite, le génocide en cours à Gaza a stoppé ce mouvement. Pour ce qui est de la Palestine, ses représentants se sont proclamés État en 1988 et depuis, le mouvement de reconnaissance n'a fait que s'amplifier et il a conduit aux dernières décisions tardives, mais enfin mieux tard que jamais, des États occidentaux qui n'avaient pas encore franchi le pas, et l'on en est aujourd'hui à 158 reconnaissances sur 193 membres des Nations Unies. La Palestine est ainsi au milieu du gué. Elle est un État sans être un État. J'ajoute ici, avant de passer à un autre point du droit international, puisque je sais que vous travaillez sur la question de l'humiliation, que les pays occidentaux, enfin ceux qui à l'époque étaient membres des Nations Unies, portent une responsabilité considérable dans ce qui s'est passé. Parce qu'à supposons que après la Shoah, dans les années 47, où ça a eu lieu, il fallait reconnaître un État d'Israël. Supposons. Il fallait donc amputer la Palestine de la moitié de son territoire. Mais enfin, on aurait pu prendre certaines délicatesses pour le faire. On aurait pu dire aux Palestiniens, on vous fait porter quelque chose qui est en réalité le poids d'une situation que vous n'avez pas créée. Nous
nous allons, d'abord, nous prenons des gants pour ça, nous vous demandons de l'admettre, et puis nous allons évidemment vous appuyer, c'est-à-dire que nous allons vous donner un plan Marshall pour la partie qui vous restera. Vous allez devenir le phare du Moyen-Orient, et puis on va vous donner une force de sécurité qui va vous garantir la frontière que nous avons tracée entre les deux futurs États. On n'a rien fait de ça. On n'a rien fait de ça. Et c'est important, je trouve, de le dire dans le contexte, de revenir là-dessus. Ça montre les conditions dans lesquelles les choses ont